Je vais mettre au début quand même, ce sera mieux. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier le comité d'organisation de THS et en particulier Jean-Pierre Deloued de me donner la possibilité de présenter ces données françaises. Donc ma présentation s'appuiera à la fois donc, sur des données épidémiologiques et des données sociologiques. Et elle contiendra un certain nombre de données épidémiologiques qui sont en cours de publication et qui n'ont jamais été présentées jusqu'à présent. Alors tout d'abord, quelques éléments d'histoire que la plupart d'entre vous connaissent, mais qu'il est bon de rappeler dans une perspective socio-historique. Donc en fait, ce que nous savons tous, c'est que la France a mis en place une politique de réduction des risques de manière très progressive, de manière beaucoup plus tardive que d'autres pays européens. Donc l'accès aux seringues en 1987, un élargissement des TSO près de 10 ans après. La politique de réduction des risques va mettre beaucoup de temps à être reconnue comme une politique officielle en France et ne sera inscrite dans la politique de santé publique, dans la loi de santé publique en 2004. Alors en 2010, comme vous le savez, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites dans le cadre d'une expertise collective INSERM mais qui ont mis en évidence les limites de la politique de réduction des risques en France. Une de ces recommandations était l'implantation des salles de consommation médicalement supervisées. 5 ans après, le débat est toujours en cours. On espère qu'une salle sera mise en place avant la fin, une ou plusieurs salles seront mises en place avant la fin de l'année 2016, mais pour le moment, on est toujours à l'étape du débat. Alors, pourquoi tant de retard en France ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'usage de drogue en France est un délit pénal, parce qu'on a un discours politique sur les drogues qui est très marqué par la morale et l'interdit, et puis, comme je viens de l'indiquer, parce que on a une inscription de la politique de réduction des risques dans une dimension de santé publique qui a été faite très tardivement en France, contrairement à d'autres pays européens. Donc dans d'autres pays d'Europe comme les Pays-Bas, par exemple, mais la Suisse, même si on voit que la Suisse peut présenter des différences d'un point de vue local, on a souvent une approche beaucoup plus pragmatique, avec un souci d'efficacité axé sur la dimension de la santé publique, une mise à distance de la vision morale et un débat qui a été souvent moins conflictuel dans d'autres pays européens qu'en France. Alors les Pays-Bas, par exemple, c'est important de le rappeler, ont mis en place l'accès aux seringues dès les années 70, donc près de 20 ans avant la France, et la politique de réduction des risques a été reconnue comme une politique officielle en 1996, et les salles de consommation à moindre risque ont été mises en place depuis de très nombreuses années. Alors, autre élément qui permet de comprendre pourquoi on a eu un retard concernant la politique de réduction des risques en France, c'est qu'il y a eu, comme vous le savez, des conflits idéologiques très forts autour d'une opposition entre le soin et le sevrage et des résistances françaises très importantes par rapport aux innovations de santé publique qui sont encore en cours actuellement et qui ont donné lieu à une approche de la réduction des risques qui est très spécifique, qui est une approche intégrationniste, donc qui crée plutôt une opposition entre les différentes approches. Alors que d'autres pays comme les Pays-Bas ont choisi une approche de la réduction des risques beaucoup plus consensuelle, qui est une approche gradualiste, qui conçoit la réduction des risques dans un continuum, intégrant le soin et les sevrages, et avec une volonté surtout de normaliser l'usage de drogue d'un point de vue sociétal, et non pas de le diaboliser comme on peut le faire dans le discours politique français. Alors, je vais passer maintenant à quelques données épidémiologiques pour appuyer mon propos et pour vous montrer à la fois les succès, mais surtout, malheureusement, les limites de la politique de réduction des risques en France. Donc, je vais commencer par quelques succès. Donc, quand on regarde la littérature dans le domaine épidémiologique, on voit que, à tout début de la mise en place de la réduction des risques, on avait une prévalence du VIH qui était très élevée, qui était de l'ordre de 40%. Et sur le VIH, on peut vraiment parler d'un succès en France, puisque aujourd'hui, on a une prévalence du VIH qui atteint 10% d'après les dernières données épidémiologiques. Alors sur le VHC, j'y reviendrai à plusieurs reprises. Les résultats sont beaucoup moins satisfaisants, puisque au début des années 90, la prévalence du VHC était de 43%,
Alors il s'agit de données déclaratives, donc la prévalence était certainement plus élevée. On peut imaginer plutôt, quand on sait qu'il y a à peu près un tiers des usagers de drogue qui méconnaissent leur statut, qu'elle était plutôt aux alentours de 60 à 65%. En 2004, 10 ans après, on est à 60%. Et aujourd'hui, en 2013, on a une prévalence du VHC qui a un peu diminué, qui est à 45%, mais qui reste encore aujourd'hui très élevée. Alors, concernant le partage de la seringue, on a vu une évolution positive. Donc, en 1988, juste au moment, quelques mois après que les seringues aient été mises en vente libre, on avait des niveaux de partage qui étaient encore élevés, 48% de partage au cours du dernier mois. En 2004, on a observé une baisse considérable, puisqu'on était à 13%. Et par contre, j'y reviendrai, malheureusement, depuis quelques temps, on observe une réaugmentation des pratiques à risque, puisque les dernières données épidémiologiques issues de l'enquête Coquelicot montrent qu'on a 26% des usagers de drogue qui déclarent avoir partagé leur seringue au cours du dernier mois. Alors, on a des résultats qui sont encourageants localement, puisque la cohorte de Marc Oriacombe, qui est menée à Bayonne et à Bordeaux, a montré que sur la période 95-2004, on a pu observer une diminution significative des pratiques de partage du matériel d'injection et également de la prévalence du VIH. Donc, ces données ont été publiées en 2012. Et par ailleurs, des données en cours de publication issues de cette même cohorte ont pu montrer une diminution de la prévalence du VHC entre 2006 et 2012, mais qui concerne un sous-groupe d'usagers, celui des injecteurs d'héroïne, alors que chez les injecteurs de crack et de cocaïne, malheureusement, cette diminution de la prévalence du VHC n'est pas observée. Alors, je reviendrai tout à l'heure à des données locales pour essayer de comprendre également pourquoi certaines villes ont connu certaines zones géographiques ont connu des succès locaux plus importants que d'autres. Alors maintenant, je vais m'appuyer donc principalement donc sur les données de l'enquête Coquelicot, qui est une enquête nationale qui porte sur plusieurs zones géographiques que nous avons réalisées à la fois en 2004 puis en 2011. Donc c'est une enquête qui porte sur un échantillon aléatoire d'usagers de drogue et qui intègre un plan de sondage. Donc elle est représentative de la population des usagers de drogue qui fréquentent les structures, donc du soin à la réduction des risques en prenant en compte les équipes de rue. On a 122 structures qui ont participé en 2011, donc une exhaustivité en termes de participation concernant les structures spécialisées. On a un bon taux de participation dans l'étude puisque 75% des usagers contactés ont accepté de participer à l'étude. On met en place un prélèvement de sang pour avoir des données biologiques et lors de la dernière édition, nous avons collecté 1568 questionnaires. L'enquête est réalisée sur Lille, Strasbourg, Paris, Marseille et Bordeaux et 2 départements, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. Je présenterai uniquement les résultats de l'agglomération lilloise, strasbourgeoise, de Paris, de Marseille, Bordeaux et de la Seine-Saint-Denis. En Seine-et-Marne, en fait, l'échantillon était trop faible pour que les données comparatives puissent être présentées. Alors, et le critère d'inclusion était d'avoir sniffé ou injecté au moins une fois dans la vie. Alors, tout d'abord, je vais démarrer par des résultats encourageants, mais vous verrez que malheureusement, on n'en a pas beaucoup de résultats encourageants issus de cette enquête. Alors, les résultats encourageants, vous le voyez là, vous pouvez voir donc sur ce graphique à la fois des données de 2004 et des données de 2011 pour le VIH et l'hépatite C et par classe d'âge. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les usagers qui, en 2011, sont âgés de moins de 35 ans, sont les usagers qui ont pu bénéficier de l'ensemble des mesures de réduction des risques, puisque la moyenne d'âge d'entrée dans l'injection est de 20 ans, et donc ces usagers âgés de moins de 35 ans ont pu bénéficier à la fois de l'accès aux seringues et des programmes de traitement de substitution. Donc, ce qui est très positif en 2011, c'est qu'on voit que dans cette classe d'âge, donc c'est ce que vous voyez en bleu clair pour le VIH et en rouge clair pour le VHC, on voit que c'est une classe d'âge qui est quasiment pas touchée par le VIH et également très peu touchée par le VHC, puisqu'on a une prévalence là qui atteint 8%.
alors qu'en 2004, la prévalence du VHC chez les moins de 35 ans, chez les moins de 30 ans, pardon, là j'étais sur les données sur les moins de 30 ans, était aux alentours de 30%. Par contre, chez les moins de 35 ans, ce qu'on voit, c'est que la prévalence du VHC est de 20% en 2011, mais elle était extrêmement élevée puisqu'elle atteignait 60% en 2004. Donc on voit là que chez les plus jeunes usagers, ceux qui ont pu bénéficier de l'ensemble des mesures de réduction des risques, on a une vraie diminution de la prévalence du VIH et du VHC. Alors là, je vous présente des estimations par ville, par zone géographique, puisqu'on est sur la notion d'agglomération, pas sur la notion de ville. Là, pour les dernières données donc, qui datent de 2011, et là, on voit qu'il y a une diversité de situations. Bordeaux et Lille se caractérisent par une prévalence du VIH et de l'hépatite C beaucoup plus faible que d'autres villes, comme Marseille, Paris, la Seine-Saint-Denis ou Strasbourg. Et on va voir tout à l'heure que ça peut être expliqué par un effet âge en particulier. Alors, avant de passer à cet effet âge, je vous présente également donc, des données sur l'estimation du VIH et du VHC, mais là, dans la population des injecteurs, qui sont les plus exposés au VHC et au VIH. Et là, ce qu'on voit chez les injecteurs, c'est que la prévalence est beaucoup plus élevée puisqu'elle atteint dans certaines villes jusqu'à près de 70%. Donc les résultats concernant le VHC sont encore très élevés dans la population des injecteurs. Alors voilà une des explications en fait de ces différences de prévalence selon les villes, c'est les structures par âge des usagers de drogue selon les zones géographiques. Et là, on voit très clairement que les villes de Lille et de Bordeaux qui ont les prévalences les plus basses tant pour le VIH que pour le VHC sont les villes dans lesquelles on observe les populations les plus jeunes, c'est-à-dire la part la plus importante d'usagers de drogue âgés de moins de 35 ans, puisque sur Lille et Bordeaux, près de la moitié des usagers de drogue fréquentant les structures et inclus dans cette enquête sont âgés de moins de 35 ans. Alors, d'autres éléments qui peuvent aussi venir enrichir la comparaison entre les villes, c'est la diversité en matière de consommation de produits. Et là, on voit que les situations sont très différentes, puisque par exemple, concernant la consommation de crack, au cours du dernier mois, on voit que des villes comme Paris sont particulièrement concernées, puisqu'on a près de la moitié des usagers qui déclarent avoir consommé du crack au cours du dernier mois à Paris. En 2004, seul Paris était concerné par cette consommation de crack. Ce qu'on voit, c'est que Lille est une ville aussi très concernée par la consommation de crack, puisqu'on a près de 40% des usagers qui déclarent avoir consommé du crack au cours du dernier mois. Et à part Strasbourg, pour lequel, en tout cas dans notre échantillon, dans notre population d'usagers, on n'avait pas de consommateurs de crack actifs, pour les autres villes, on observe des consommations de crack. Alors, concernant la consommation de cocaïne, on voit qu'on est sur les mêmes villes qui sont les plus concernées, Paris, Lille et la Seine-Saint-Denis. La consommation d'héroïne concerne plutôt Lille, la Seine-Saint-Denis et Strasbourg. Et quand on regarde par contre la consommation d'amphétamines, d'ecstasy, de LSD ou de produits hallucinogènes, là on voit que d'autres villes sont concernées, comme Bordeaux, qui se caractérise par une consommation plus importante de ces produits, certainement en lien également avec l'âge de la population des consommateurs bordelais. Alors quand on s'intéresse aux médicaments, là aussi on voit des différences entre les zones géographiques, puisque Paris se caractérise par une consommation de sulfate de morphine beaucoup plus importante qu'ailleurs. On a 19% des usagers qui, à Paris, déclarent avoir consommé des sulfates de morphine au cours du dernier mois. On voit que Strasbourg est très près, à 10%. Pour les benzodiazépines, là, c'est plutôt Bordeaux et Marseille qui se distinguent par des consommations plus élevées. Et Marseille se distingue par une consommation de Ritaline qui concerne 8% des usagers, alors que les autres villes sont très peu concernées par la consommation de Ritaline.
Alors, je vais passer maintenant aux indicateurs très préoccupants concernant l'exposition au risque des usagers de drogue en France, qui sont un des signes des limites de notre modèle politique de réduction des risques. Même si on observe une diminution des pratiques à risque depuis les années 80, on voit qu'entre la période 2004 et 2013, on a une augmentation très importante des pratiques à risque chez les usagers de drogue, puisque le partage de la seringue a doublé entre 2004 et 2013. On est passé de 12% de pratiques de partage de la seringue en 2004 à 26% en 2013, ce qui est une augmentation importante. Et en 2013, on observe également que près de la moitié des usagers déclarent avoir partagé leur matériel d'injection, incluant là la seringue, la cuillère ou le filtre au cours du dernier mois. Les enquêteurs, il est important de préciser que ces données donc, proviennent de la même enquête, Coquelicot, avec la même méthodologie, le même questionnaire, et les mêmes enquêteurs ont été recrutés pour les 2 éditions de l'enquête. Alors, ce qu'on observe également comme résultat préoccupant, c'est une précarisation très importante des usagers de drogue. On a un usager sur 5 qui déclare vivre dans la rue ou dans un squat au moment de l'enquête, 8 usagers sur 10 qui n'ont pas d'emploi, et c'est une augmentation par rapport à ce qu'on pouvait observer en 2004. Et on observe également une criminalisation des pratiques. 6 usagers sur 10 déclarent avoir été incarcérés au moins une fois au cours de la vie, et parmi eux, 10% déclarent avoir injecté et 30% ont partagé leur matériel d'injection. Alors, je vais présenter maintenant des données qui sont en cours de publication dans la revue d'épidémiologie et de santé publique. Donc, c'est des données très préoccupantes concernant les difficultés d'accès aux seringues stériles au cours des 6 derniers mois. Donc, en fait, je vous rappelle qu'on a recruté les usagers dans des dispositifs de soins et de réduction des risques dans différentes zones géographiques. Et au niveau national, on a un tiers des usagers de drogue qui déclarent avoir rencontré au cours des 6 derniers mois des difficultés pour se procurer des seringues, alors qu'ils ont tous été recrutés dans les villes dans lesquelles il y avait des dispositifs présents. Alors, on voit là qu'il y a une grande diversité selon les zones géographiques. Bordeaux, encore une fois, se distingue par un résultat plutôt positif, puisqu'on a très peu, 3% des usagers de drogue qui déclarent avoir des difficultés pour se procurer des seringues dans la région de Bordeaux. Très peu à Marseille également, 7%, même si on peut considérer que c'est quand même trop. Et par contre, on voit que pour Paris, Lille et Strasbourg, on a un tiers des usagers de drogue qui sont concernés par ces difficultés pour se procurer des seringues. Et en Seine-Saint-Denis, là, on observe que 60% des usagers déclarent avoir eu des difficultés pour se procurer des seringues. Alors une des hypothèses, et je le développerai ensuite, vient du fait que la criminalisation de l'usage de drogue et la présence policière est certainement plus importante dans ces zones géographiques dans lesquelles les usagers de drogue sont particulièrement confrontés aux difficultés pour se procurer du matériel. Alors justement, donc l'impact délétère de la criminalisation qui vient conforter les données françaises. Donc la littérature internationale a mis en évidence donc cet impact délétère. On en a parlé hier en plénière. Ces difficultés d'accès aux seringues sont très liées à la criminalisation, puisqu'on peut observer donc des confiscations de seringues par la police, des réticences des pharmaciens à distribuer des seringues, et la littérature a également montré comment la criminalisation augmentait l'exposition au risque VIH, parce que les usagers vont réaliser leurs injections dans l'urgence et vont, par crainte d'être repérés par la police. Alors, à l'inverse, l'expérience de Vancouver qui a été présentée hier montre comment une approche qui rompt avec la criminalisation peut avoir un impact très positif sur la diminution de la transmission du VIH, du VHC et des pratiques à risque. Alors, pourquoi nous sommes confrontés à cette situation en France ? Cette situation préoccupante concernant le VHC chez les injecteurs, l'augmentation des pratiques à risque, la précarisation des usagers, les difficultés pour se procurer des seringues, certainement parce qu'en France, on a choisi d'adopter, ou en tout cas un modèle faible de réduction des risques a été imposé à la communauté des acteurs de réduction des risques, et
par les politiques, et ce modèle faible, il menace l'efficacité de la réduction des risques. On a un paradoxe en France, c'est-à-dire qu'on a un des meilleurs taux de couverture en matière de traitement de substitution en France. 83% des usagers sont sous traitement de substitution dans l'enquête Coquelicot, mais on a un maintien de la criminalisation qui diminue les effets positifs de la substitution. Par ailleurs, en France, la réduction des risques est réduite en fait à une somme d'instruments sanitaires de gestion du risque et déconnectée d'une vision politique et sociale, ce qui fait que la France a un modèle faible de réduction des risques qui ne prend pas en compte l'environnement du risque et l'environnement social et politique, et c'est ce qui menace son efficacité. Et c'est ce qui fait qu'on observe une reprise des pratiques à risque, un accès difficile aux seringues et une précarisation des usagers et des mauvais résultats pour le VHC de manière globale. Alors, juste très rapidement, puis après je passerai à la conclusion. Pour vous donner une idée de la manière dont la France se situe à l'échelle internationale, même sur la question du VIH, qui est un succès en France, on voit qu'on est confronté à un succès parce qu'on a des résultats qui sont meilleurs que ceux du VHC et qu'on a observé une diminution, mais on voit que par rapport à d'autres pays européens comme la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les Pays-Bas, on a des résultats en France qui sont beaucoup moins bons, certainement en lien avec la criminalisation de l'usage de drogue. Et d'ailleurs, on a des résultats qui sont comparables avec les résultats des États-Unis, qui également sont un pays qui a mis en place un modèle faible de réduction des risques. Alors, en conclusion, pour être efficace donc sur la diminution de l'exposition au risque chez les usagers de drogue, il faut changer de paradigme et entrer dans une nouvelle ère de la réduction des risques pour mettre fin à la répression de l'usage et promouvoir un modèle fort de réduction des risques qui prenne en compte l'environnement, la dimension environnementale et structurelle du risque, la dimension légale, politique et sociale. Il faut fonder également la politique française sur des données evidence-based qui, par ailleurs, sont, pour la plupart d'entre elles, déjà disponibles à l'étranger. Donc on n'a pas besoin d'attendre que des évaluations soient faites en France pour mettre en place un certain nombre de mesures, comme les salles de consommation. Et puis également, il faut lutter contre la stigmatisation des usagers de drogue pour mettre en place une véritable politique de réduction des dommages qui favorise l'implication de la société dans son ensemble, comme sur la question des drogues, et qui favorise la normalisation de l'usage de drogue dans la société. Donc, pour terminer, je voudrais remercier tous mes collègues qui ont travaillé sur cette enquête, les enquêteurs, les usagers de drogue, toutes les structures, donc vous en avez 122 dans toutes les villes. Et puis, je profite de ma présence à la tribune pour vous annoncer donc l'apparition d'une nouvelle revue qui s'appelle BMC Hepatology, Medicine and Policy, qui a été créée en juillet et qui propose de s'ouvrir à des questions, à des publications d'articles dans le domaine scientifique de l'épidémiologie, de la sociologie, mais aussi très axés sur la question du plaidoyer. Donc, vos soumissions sont les bienvenues. Je vous remercie pour votre attention.